Merci Marie-Hélène pour cette introduction. Alors moi je suis Hélène Alain, je suis la directrice des programmes du Liberté Living Lab. Et donc je vais avoir le plaisir de mener les échanges ce matin. Hier donc nous avons exploré le design comme levier de transformation des entreprises. Et aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est la capacité des territoires à être les moteurs de ces transitions grâce notamment à des nouvelles logiques de coopération, de mutualisation, d'expérimentation. Ces catalyseurs, vous allez voir, ils sont de profils très différents. On a des entreprises, on a des collectivités, on a des citoyens, on a des associations, mais qui sont tous convaincus, et en tout cas tous convaincus et qui mettent en œuvre des actions en écosystème. C'est-à-dire que seul, finalement, on n'arrivera pas à mettre en œuvre les transitions dont on parle tous. Et donc ces transitions environnementales, sociales, numériques, démocratiques, il nous paraissait important d'avoir ce matin un acteur qui est un peu au cœur de tous ces enjeux et qui a mis en place une stratégie de commun et d'écosystème pour répondre aux grands défis auxquels il est confronté. Donc j'ai le plaisir d'inviter sur scène pour ouvrir les échanges Sébastien Soriano qui est directeur général de... pour les échanges. Comme vous voulez, peut-être là, peut-être qu'on... Ce sera mieux en termes de gestes barrières. Tout à fait. Donc Sébastien, je suis très heureuse de vous accueillir au Liberté Living Lab. C'est un plaisir et j'adore cet endroit et les gens qui l'animent et ce que vous faites, c'est vraiment génial. Donc je suis très très heureux je ne l'ai pas payé. De participer. Merci Sébastien. Les activités de l'IGN, donc Institut National de l'Information Géographique et Forestière, on le dit rarement en entier, n'est pas forcément très bien connu de tous. Et surtout, depuis cette année, vous vous dites cartographe de l'Anthropocène. Alors finalement, c'est quoi l'IGN, aujourd'hui en 2021, et quelle mission vous lui avez donnée en tant que directeur général? Alors effectivement, l'IGN a une histoire, et c'est peut-être important de la rappeler en deux mots. L'IGN, c'est l'héritier de ce qu'on appelle le dépôt de guerre, qui a été créé par Louvois. Il y avait une espèce d'alliance entre Colbert et Louvois pour commencer à cartographier, à la fois pour des raisons d'impôts et puis pour des raisons de guerre. Et puis ensuite, cette initiative, elle n'a pas été très très loin. Et c'est une famille en fait de cartographes et d'astronomes qui a cartographié la France, la famille Cassini, qui a fait la première carte à l'échelle mondiale d'un pays aussi détaillé, qui a ensuite été nationalisé au moment de la Révolution française. Ensuite, quand on a perdu la bataille j'allais dire de Verdun, mais la bataille de 1870, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, Sedan, merci beaucoup, on décide de professionnaliser, parce que notamment les cartes étaient mauvaises, on avait des moins bonnes cartes que les Allemands, et on crée un service géographique de l'armée, et ça n'est qu'en 1940, en fait, qu'on décide de faire de la cartographie un sujet civil. En fait, il y a eu tout un débat pendant les années 30 sur ce sujet, et en fait, c'est juste après l'adoption des lois de juin 40, voyant que la cartographie va passer dans la main des nazis, des Allemands, qu'on décide juste à ce moment-là de faire de l'IGN un institut civil, ce qui en fait va permettre après-guerre que cet institut soit complètement projeté dans la reconstruction du pays, et donc ça va accompagner en fait toutes les 30 glorieuses, le déploiement des infrastructures, des équipements et cette modernisation du pays. Donc ça c'est vraiment d'où on vient. Et donc si on prend un pas de recul, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un institut cartographique? En fait, c'est un miroir. C'est un miroir qui est tendu au territoire national et qui est tendu d'une manière qui va lui permettre de répondre aux défis de son époque. Voilà. Et aujourd'hui, les défis de l'époque, c'est l'Anthropocène. C'est que le territoire, en fait, est soumis à des chocs et des changements extrêmement brutaux, que ce soit évidemment le niveau des mers, que ce soit la fonte des glaciers, que ce soit la santé des forêts, que ce soit les zones de biodiversité, les trames, etc. Et donc, il y a une nécessité impérative de pouvoir donner à voir ces différents phénomènes. Et donc, par exemple, on est engagé dans un processus, dans un programme très important avec le ministère de la Transition écologique, la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, pour avoir une cartographie de l'artificialisation des sols. Et donc, pour avoir cette cartographie, ça suppose, on part d'un certain nombre de sources de données, des images aériennes, des images satellites, d'autres sources de données, de modélisation. Et en fait, on va faire tourner des algorithmes d'intelligence artificielle, de reconnaissance automatique, qui vont permettre de dire, en fait, de faire
une espèce de marqueterie du territoire pour dire bon bah ça c'est de l'occupation agricole, ça c'est de l'occupation d'un bâti, ça c'est un fond de cours, ok c'est pas bâti mais c'est pas imperméable, etc., etc. Et donc grâce à ça de pouvoir faire une photo, en l'occurrence tous les 3 ans, qui va permettre de suivre cette artificialisation. Et ça c'est des changements à la fois de posture, parce qu'on regarde complètement différemment le territoire, pas simplement une description je dirais, purement objective et physique du territoire, mais on s'intéresse vraiment à la manière dont il est utilisé, ce territoire. Et puis ensuite, l'autre évolution, c'est de faire ça fréquemment. Ça c'est pas facile, parce que les cartographes ont plutôt l'habitude de faire la carte en statique, donc on fait la carte quand on l'a fait, quoi. Voilà. Tous les combien? Tous les 50 ans? Voilà, c'est ça. Et effectivement, depuis 300 ans, il y a eu 5 générations de cartes. Donc voilà, ça vous donne des ordres de grandeur. Et donc là, si on veut évidemment rendre compte de changements rapides, il faut qu'on puisse produire de manière très rapprochée ces millésimes. Et donc ça suppose cette innovation et le recours à l'intelligence artificielle. Merci pour ce tableau assez rapide de l'IGN, mais je vous enjoins à aller peut-être sur le site aussi de l'IGN pour découvrir un peu tout ce que fait l'IGN, parce que je crois qu'on n'aurait pas assez de 2 heures pour raconter un peu toutes les activités que vous faites. Votre ressource clé, c'est la donnée, j'imagine, enfin je le vois comme ça. Et jusqu'à présent, vous vendiez vos données. Et vous avez décidé d'ouvrir ces données et de les rendre accessibles et gratuites avec un enjeu majeur qui est de ne pas laisser aux multinationales cet espace d'usage de la donnée qui façonnerait, si on la laisse aux multinationales, une représentation du territoire qui serait peut-être conditionnée, unique. En quoi c'est important, en quoi c'est un enjeu et en quoi le fait de le laisser peut-être à des GAFA, hein, lâchons le mot, limiterait les usages qu'on pourrait en faire notamment pour répondre aux grands enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Non, tout à fait. Je dirais, effectivement, on est une petite usine et ce qu'on produit, nous, c'est une infrastructure. Sauf que c'est une infrastructure virtuelle. Donc, c'est comme une route. Et donc, en fait, ce qu'on a décidé, c'est d'enlever les péages et de permettre à tout le monde d'utiliser la route. Hein, c'est vraiment ça la logique dans laquelle on se situe. Alors, pourquoi cette posture vis-à-vis des big tech, des GAFA, des géants du numérique? Et qu'il faut se rappeler qu'en fait, une carte, c'est pas complètement neutre. Il y a toujours une intention, un regard qui est porté via une carte. Il y a un très bel ouvrage là, qui vient de sortir qui s'appelle La cartographie radicale, qui montre ça sur des exemples très précis. J'en donne juste un. Quand vous avez par exemple des cartes qui montrent les effets migratoires depuis plusieurs années, notamment du fait de la guerre en Syrie, eh ben, vous avez souvent des cartes qui vous montrent des très grosses flèches qui montrent des transferts de population. En fait, déjà, le fait de choisir une flèche, c'est un message. Une flèche, ça peut être quelque chose d'un peu agressif, une flèche comme un arc. Puis ensuite, la taille, évidemment, de la flèche, elle va dire quelque chose. Et donc, en fait, de la même manière, dans la toponymie, il y a toute une appellation des lieux, des lacs, des reliefs, dans laquelle les empires coloniaux ont imposé un certain nombre une manière de décrire le monde en fait à des peuples qui avaient d'autres habitudes. Et donc on voit bien comment la carte elle influe en fait sur la réalité des perceptions. Et donc il y a une espèce de boucle en fait. J'aime bien cette expression de dire en fait, la carte c'est pas seulement dessiner le monde. La carte elle permet aussi de redessiner le monde. C'est-à-dire que la carte, en fait, elle arme dans la perception de l'environnement et donc elle va envoyer des signaux, ce qu'on appelle la sémiologie cartographique. En fait, elle va dégager du sens qui va emmener la nation, les citoyens, enfin ceux qui se saisissent de cette carte, vers une certaine direction. Donc il y a vraiment une intention, une espèce d'éditorial. Et en fait, les big tech, ils ont eu ce truc génial de nous mettre quand même un atlas numérique dans nos poches. Enfin, je veux dire, c'est quand même Apple et Google combinés qui ont réussi ça, et c'est quand même fantastique. Néanmoins, vous connaissez la phrase « quand c'est gratuit, c'est vous le produit ». Voilà. Et donc, la manière dont ces cartes sont faites, pensées, mises à jour, elles sont faites sur ce qu'on appelle un marché biface, hein, c'est-à-dire que pour vous c'est gratuit, mais en fait il y a un autre marché qui va rapporter de l'argent. Voilà. Et ce marché, c'est on vend le compte carte à Uber, ou alors on met en avant McDonald's, etc. Bon. Et donc, ce
Ou alors, par exemple, on va vous mettre Google Earth pour que vous passiez beaucoup de temps dessus, que vous voyez des belles images, et puis on va voir sur quel lieu vous allez aller, et ensuite ça permet de faire de la publicité ciblée pour vous inviter à prendre des voyages, des hôtels, etc. Donc c'est un modèle, il existe, voilà, mais il y a un risque compte tenu de ce rôle essentiel de comment la cartographie rétroagit sur nos manières de faire, sur nos ambitions, de veiller à ce qu'il y ait des alternatives, et à ce qu'il n'y ait pas que cette vision qui s'impose, à ce qu'on ne soit pas rétréci dans nos visions du monde par les big tech. Et c'est vrai que moi je trouve ça saisissant, j'aurais pu vous montrer cette image, quand on regarde un fond de carte Google ou Apple, ou quand on regarde un fond de carte, je vous parle même pas de la carte au 25 millième de l'IGN, qui est le truc très, très détaillé, mais on a un fond de carte sur smartphone qui s'appelle Plan IGN. Quand vous comparez, vous dites, mais quelle pauvreté, mon Dieu, tout ce que j'ai perdu, les espèces de trucs gris, là, marron, et puis des espèces de bouts de rue, là. Et alors, c'est vrai que c'est pratique quand on garde sa trottinette électrique, hein, je reconnais, mais c'est quand même des visions du territoire qui sont très appauvries, et donc il est essentiel de veiller à ce qu'il y ait des alternatives. Alors, au-delà de la vision, qui est importante parce qu'elle façonne effectivement la manière dont on appréhende le monde, ce qui est intéressant, c'est que vous avez lancé une stratégie autour des géocommuns. Cette stratégie, ce n'est pas juste une vision. Déjà, elle challenge beaucoup vos activités classiques parce qu'elle propose de vous insérer by design dans des communautés d'usage, des communautés d'acteurs qui ne sont pas tous tournés vers l'intérêt général. Ça peut être des activités économiques, mais vous décidez d'ouvrir vos données et d'ouvrir cette stratégie de géocommun à tout un tas d'acteurs qui vont coproduire de la donnée avec vous pour répondre à la fois à leurs propres intérêts, mais collectifs, coopératifs, et peut-être par là même répondre aussi à des enjeux de transition environnementaux et sociétaux. Est-ce que vous avez peut-être quelques exemples de ces communautés d'usage actuelles, avec des territoires, avec des entreprises ? Et comment vous, l'IGN, vous allez vous projeter, alors la question est très vaste, hein, mais peut-être donner des pistes, vous allez vous projeter, quel rôle vous allez vous donner dans ces communautés de géocommuns ? Non, tout à fait. Alors, l'idée, effectivement, c'est de se dire que on est quand même peu de choses face à Google, il faut quand même se le dire. Voilà, bon, IGN, 1400 agences, c'est beaucoup. Et en même temps, face à Google, c'est quand même très très peu, quoi. Et donc, inversement, la chance que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se saisissent de la donnée. Il y a évidemment le collectif OpenStreetMap, qui est un peu le Wikipédia de la carte, qui est une communauté mondiale qui fait des cartes ouvertes. Et puis, en fait, dans les territoires, il y a je sais pas moi, des parcs nationaux qui ont besoin de cartographier. Il y a par exemple les services départementaux d'incendie et de sécurité, donc les SDIS des pompiers, quoi, en gros, hein, qui ont des besoins de cartographie éminents pour avoir des points de rassemblement en forêt, en cas d'incendie, pour, par exemple, connaître des mares ou éventuellement des piscines, enfin c'est moins pratique, pour aller chercher des points d'eau alternatifs en cas de besoin. Donc ces communautés ont des besoins cartographiques très importants, et donc on travaille avec elles. Donc la méthode qu'on a adoptée jusqu'à présent, elle est assez mixte. On va dire, on était jusqu'à présent un peu dans une zone de transition entre des alliances qu'on tissait au niveau national avec, on va dire, des têtes de réseau multi-acteurs locales, et puis des alliances qu'on faisait vraiment au niveau local, dont on a des directions territoriales, on en a 5 en France, auxquelles on a mis en place un service qui s'appelle les DATAC, qui sont les services de collaboratifs, et donc qui vont vraiment chercher des partenariats. Et l'idée, c'est que dans ces partenariats, on ait des communautés qui viennent nous aider à alimenter les cartes, sachant qu'il y a toujours un agent IGN qui est responsable de la carte dans chaque département. Donc c'est ça que je trouve intéressant je dis que c'est intéressant parce que ça fait que 11 mois que je suis à l'IGN, donc je découvre aussi en partie ces éléments. C'est que contrairement à Google ou même à un collectif comme OpenStreetMap ou à d'autres acteurs, nous, on a un humain qui se porte garant et quelque part de cette
information qui fait autorité, puisqu'on est un institut public. Et donc, c'est ce couplage entre des communautés et voilà, et cette garantie qui est apportée, qui fait un petit peu notre spécificité. On a développé des outils. On a un espace collaboratif qui est un outil numérique qui permet d'avoir des interfaces adaptées. Donc, par exemple, les cartes de randonnée. On a un partenariat avec le Club Vosgien, qui cartographie les chemins de randonnée et qui les met à jour. Et donc, on a dessiné pour eux une interface, sachant que ce sont parfois dans les clubs de randonnée plutôt des retraités, donc pas forcément tous les skills numériques. Et donc, on a développé une interface vraiment adaptée pour qu'ils puissent eux-mêmes mettre à jour cette information. Et c'est hyper motivant pour eux, parce qu'ils mettent déjà à jour les marquages, etc., sur le terrain, mais de pouvoir vraiment mettre à jour l'information qui permet aux Français de se repérer. Voilà, donc on joue sur ce type de dynamique. Et donc l'idée, c'est de passer à une échelle encore supérieure avec une fabrique des géos communs. C'est le nom de code qu'on a donné à ça, dont on est en train de recruter le leader. Et de co-construire directement. Alors, je fais juste une mini parenthèse parce que je ne veux pas vous troller avec mes théories, mais fondamentalement, moi, ma conviction, c'est qu'on est à un moment où il faut construire des trilogies État-marché commun. Et qu'il faut sortir du dualisme uniquement public-privé qui nous a animés jusqu'à présent, et qu'il faut créer vraiment des dynamiques particulières qui sont d'un type nouveau. Donc l'idée de la fabrique des géos communs, c'est d'avoir une structure qui permet de nouer ces alliances. Donc l'idée, en fait, c'est de lancer des appels à communs. Donc on assume notre rôle d'État, qui est d'avoir un leadership sur la direction dans laquelle il faut aller. Donc on lance un appel à commun sur un thème, et ensuite on va recenser. Donc la différence avec un appel à projet, c'est que dans les appels à projet, on met les gens en compétition en fait. Dans les appels à commun, on demande à tout le monde qui est intéressé pour craquer tel problème avec moi. Voilà. Et donc ensuite, à partir des gens qui vont se montrer volontaires, de dessiner une gouvernance commune, ouverte. Ça c'est très très important, la gouvernance ouverte, c'est-à-dire droit d'entrée, droit de sortir. Des règles communes, et puis ensuite évidemment une information qui est disponible et ouverte. Alors pour donner un exemple, donc un sujet sur lequel on voudrait travailler, c'est la vue immersive, aka Street View, hein, c'est-à-dire le petit bonhomme jaune de Google. Aujourd'hui, c'est magique, hein, on s'est tous s'amuser avec ça. Le problème, c'est qu'il est fermé. Et donc, en fait, les usages qu'on peut avoir autour de cette donnée immersive, ils sont limités, alors qu'on peut faire des trucs absolument magiques en termes de politique publique, de connaissance de l'environnement. Enfin, on peut faire plein de choses. Et donc, on va vraisemblablement lancer un appel à commun sur ce thème du Street View et voir quels sont les volontés, les envies qui vont se manifester. Je sais déjà que, y compris dans le privé, il y a par exemple des sous-traitants qui travaillent pour les collectivités, qui passent dans les rues pour scanner justement, pour prendre des photos, pour détecter des affichages publicitaires qui peuvent dépasser une certaine taille, et donc qui sont un élément de fiscalité et de revenus pour les collectivités locales. Elles gagnent beaucoup plus en fiscalité que ça coûte de faire circuler la voiture. Et donc, en fait, après, le sous-traitant, il a toute une batterie de photos. Et on m'a contacté en me disant, voilà, moi j'ai je ne sais plus combien de téraoctets de photos, je suis prêt à les verser dans un commun, ça me fait plaisir, je suis cartographe de formation, etc. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait un certain nombre de volontés comme ça qui se manifestent et qu'on puisse construire ensemble un référentiel qui soit ouvert by design, pour reprendre votre expression, parce qu'on l'aura co-construit. Et je me permets encore de troller un tout petit peu en théorie, parce que c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Je pense qu'on est à un moment, notamment nous, puissance publique, où en fait, la participation à la décision n'est plus suffisante. Et maintenant, l'enjeu pour nous, c'est la participation à l'action. Et c'est par la participation à l'action que on a une appropriation des choses by design, puisqu'on l'a co-construit. Donc les gens sont d'accord, puisqu'ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas là. Et quelque part, on donne aussi un bulletin de vote par le faire. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, il y a des gens qui peuvent râler, etc., mais il y a des gens qui sont venus pour faire avec nous. Et ça a une valeur, ça veut dire quelque chose. Voilà. Désolé de cette petite digression. Non, mais c'est intéressant, et je pense que ça va venir rejoindre aussi d'autres interventions qu'on va avoir sur... finalement, être en écosystème, c'est pas juste consulter et concerter, c'est aussi mettre en co-responsabilité et après partager la valeur. Et peut-être la dernière question que j'aurais, c'est dans ces géos communs, vous nous avez cité des exemples de volontaires, de géographes volontaires, peut-être d'associations qui seraient intéressées. Vous avez aussi des entreprises qui
qui vont participer à ces communautés d'intérêt. Est-ce que vous avez déjà pensé justement au modèle économique de partage de cette valeur coproduite? Vous êtes un acteur étatique, je ne sais pas si c'est un modèle économique que vous allez mettre en place. J'imagine que ce n'est pas des choses simples, et comme vous le dites, vous venez de lancer la chose. Est-ce que vous expérimentez un peu là-dessus? Est-ce que ça fait partie de votre feuille de route? C'est un vrai défi. C'est un vrai sujet, il ne faut pas se cacher, faut pas se le cacher. Nous, entre guillemets, on a la chance, même si ça a été très douloureux, d'avoir un modèle économique particulier qui est que, effectivement, on n'a plus de recettes commerciales, notamment de vente des bases de données. On a encore un tout petit peu de vente des cartes en papier. Mais en fait, ce qui nous permet de nous financer, c'est qu'on a des grands projets publics qui nous financent plusieurs dizaines de millions d'euros sur des grands projets. Donc, par exemple, on va faire un modèle 3D de toute la France par une technologie qui s'appelle LIDAR, qui est un programme à 60 millions d'euros sur 5 ans, etc. Bon, les entreprises privées, et donc on peut ouvrir nos données, puisque quelque part elles sont financées. C'est-à-dire qu'au lieu, on a enlevé le péage, mais il y a quelqu'un qui a fait un chèque pour construire l'autoroute. Voilà. Donc c'est ça qui se passe. Donc effectivement, nous, ça tourne. Alors, il faut convaincre des gens de construire telle bretelle, etc. Ça ne se fait pas naturellement, mais au moins on a un modèle. Pour les entreprises privées, c'est plus compliqué. Donc, ce à quoi je voudrais qu'on puisse travailler, là je reviens non pas à ce dispositif de fabrique des géocommuns, mais je reviens à mon premier point qui est la cartographie de l'Anthropocène. Dans cette posture de cartographe de l'Anthropocène, je voudrais qu'on noue des alliances avec des startups et des industriels. En fait, on le fait déjà pour le ministère des Armées, puisque nous produisons des cartes sur des théâtres d'intervention à l'international en partenariat avec des acteurs du satellite notamment, qui vont avoir de l'imagerie. Donc on a déjà ce type de partenariat qui existe, et je voudrais qu'on puisse consolider ça sur cette cartographie de l'Anthropocène, qu'on puisse travailler avec des startups. Vous savez, il y a un truc qui monte quand même un peu dans l'écosystème de startups en ce moment, qui est de dire, sympa la puissance publique de nous dire que vous nous aimez, de nous financer des POC, de nous trouver des financements pour nos levées de fonds, mais en fait nous on veut du marché. Voilà. Et si on peut avoir du marché de l'État, c'est des super références. Et par ailleurs, c'est des sujets qui sont motivants, etc. Et donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive à avoir une offre un peu intégrée pour répondre à ce sujet de cartographie de l'Anthropocène, donc, dans lequel il y a des porteurs de politiques publiques qui nous financent, comme aujourd'hui sur l'artificialisation des sols, et que ces financements, on les partage entre des sujets qu'on a craqués nous-mêmes et puis d'autres chaînes d'IA sur lesquelles il y a d'autres startups qui peuvent être plus en avance, et on résout ensemble cette problématique dans des consortiums qui sont encore un peu à construire. C'est là où il y a une ingénierie qui est à bâtir, mais sur l'intention, je pense que c'est quelque chose comme ça qui pourrait permettre de répondre à cette question. Merci beaucoup Sébastien. Ça pourrait durer des heures, mais on va devoir passer à d'autres plaisir. modèles. Mais merci beaucoup d'avoir partagé ce rapide tour de vos enjeux. Et j'imagine en tout cas que dans la salle, il y a sûrement des profils d'acteurs qui seront intéressés à cette fabrique des géocommuns et aussi à ces consortiums et ces marchés que vous allez ouvrir. Merci beaucoup. Oui. Non, mais et n'hésitez pas, il y a Laurent Toustou et Raphaël Hainaut qui sont dans la pièce, qui sont en charge Levez la main. des désolé.